Bonjour et bienvenue dans notre webinaire sur la vérification des fondations en béton dans RFM6 présenté par Global Software. Je suis Milan Gérard, ingénieur support technique au sein de l'équipe Global à Paris. Je suis issu d'une formation génie civil de l'école Polytech Lille et aujourd'hui j'animerai la présentation de ce webinaire. Je serai accompagné de Damien Tonnet. Bonjour à tous, bonjour Milan. Donc, je suis Damien Tonnet, ingénieur support technique au sein de la filiale française de Global Software également. Et je serai avec vous aussi pendant ce webinaire pour pouvoir répondre à vos questions via le chat. Merci Damien. Pour poser vos questions, donc vous aurez la plateforme GoToWebinar avec le panneau de contrôle qui s'affiche où vous pouvez régler les paramètres audio et également dans la zone dédiée, poser vos questions et nous les envoyer directement. Également, si vous n'avez pas eu le temps de poser vos questions, vous pouvez les envoyer à info@global.fr après le webinaire. Aujourd'hui, nous allons travailler avec notre logiciel d'analyse aux éléments finis RFM6 dans l'objectif de vous expliquer comment réaliser la vérification des fondations en béton ainsi que les différentes analyses géotechniques correspondantes dans RFM6. Donc tout d'abord, avec un modèle d'exemple, on verra comment définir des fondations et les différents types de fondations que l'on pourra définir. On verra les semelles de fondation classiques comme on voit ici à l'écran. On a également des blocs de fondation, des fondations par encuvement et des fondations à plusieurs niveaux. On verra ensuite les charges de fondation supplémentaires qui sont disponibles, que ce soit surfaciques, linéiques, concentrées, mais aussi les recouvrements de sol qu'on pourra appliquer au-dessus de la semelle ou l'eau souterraine qu'on peut prendre en compte. On verra les situations de projet et les combinaisons de charges correspondantes pour faire les bonnes vérifications des fondations en béton. Ensuite, on verra la définition des armatures. Donc, on pourra définir aussi bien des treillis d'armature que des barres d'armature en face supérieure et inférieure de nos semelles de fondation. Et une fois les armatures en place, on pourra passer à l'aperçu des vérifications du béton et des analyses géotechniques. Donc, sur les analyses géotechniques, il y aura notamment la rupture du terrain, le glissement à vérifier, l'équilibre de la semelle de fondation, les soulèvements possibles et les charges avec grand excentrement. Voilà, et enfin, on verra le rapport d'impression qu'on peut documenter avec les propriétés de fondation, les vérifications les plus dimensionnantes, et également des mises en page des dessins d'armature. Et également, au tout dernier point, on verra rapidement une nouvelle fonctionnalité disponible dans le module fondation, qui est la définition multicouche grâce à des massifs de sol. C'est une nouvelle option disponible grâce au module également analyse géotechnique. On verra l'avantage de cette fonctionnalité pour dimensionner les fondations. On va passer sur RFM6 avec ici un modèle d'une halle avec des poteaux en béton et des fermes treillis en acier. Et donc, ce qui va nous intéresser, c'est le dimensionnement des fondations au niveau des appuis. Pour activer le module fondation, on peut passer dans les données de base. Donc, soit via le menu fichier, on retrouve l'icône données de base, soit directement dans la barre d'outils, on retrouve l'icône correspondante. Et donc, en cliquant dessus, on retrouve les données de base du modèle, donc le nom et le type de modèle 3D. Et dans l'onglet module, on va pouvoir activer fondation en béton. On va voir qu'à partir du moment où on active ce module et qu'on clique sur appliquer, on a des nouveaux dossiers qui vont apparaître dans le navigateur. Voilà, on voit ici des nouveaux dossiers qui vont apparaître et qu'on va vous présenter. Dans l'onglet normes, on va vérifier qu'on a bien des normes que l'on souhaite pour la vérification du béton et l'analyse géotechnique. Donc, on a bien l'Eurocode 2 et l'Eurocode 7 avec l'annexe nationale française. OK, on peut valider et on voit ici les différents dossiers supplémentaires qui ont été mis à jour. On a un dossier armature où on retrouve la durabilité du béton qu'on va pouvoir définir, donc qui va permettre d'avoir les bons enrobages. On a également un dossier analyse géotechnique. On retrouve des profils de sol qui peuvent nous permettre de définir les différentes couches en dessous des semelles de fondation. Dans le dossier cas de charge,
Dans le dossier charge, pardon, on retrouve donc nos différents cas de charge et par exemple, pour un cas de charge donné, on peut définir des charges de fondation supplémentaires. Donc ça, on verra ça pendant le webinaire. Également, le dernier dossier, c'est le dossier fondation en béton, dans lequel on retrouvera la définition donc, de nos fondations isolées. Également, on retrouvera les configurations d'analyse géotechnique et de vérification du béton pour avoir les paramétrages selon la norme disponible. Très bien. Au niveau des fondations, on va devoir définir des matériaux de sol pour les définir ensuite dans les couches de sol de la fondation. Donc, dans les objets de base, on retrouvera la liste de nos matériaux. Ici, donc, on a déjà un béton qui est défini pour nos poteaux et l'acier pour nos fermetriers. On a également des armatures, des nuances d'armature qui sont définies qu'on va utiliser pour nos armatures de semelles de fondation et des couches de sol ici. Donc pour créer ces matériaux, on peut double-cliquer pour créer un nouveau matériau et on a une boîte de dialogue dans laquelle on peut faire appel à la bibliothèque de matériaux. On a déjà des matériaux de renseigner. Donc notamment pour le sol, on peut chercher dans les filtres le type de matériau sol. On retrouve ici des matériaux de référence qu'on peut utiliser. Et une fois qu'on les sélectionne, on a bien ce type de matériau sol qui est sélectionné dans l'onglet général du matériau. Et on a la personnalisation des propriétés de base du sol. Donc ici, on peut modifier en fonction des données du rapport géotechnique les propriétés de matériaux. Donc voilà pour les différents matériaux. Ici, on voit en bleu ciel les matériaux qui ne sont pas encore attribués dans le modèle. Donc on verra que dès lors qu'on va définir la couche de sol, les matériaux passeront en noir. Okay. Également, on voit ici les différentes sections. Donc dès qu'on passe d'une section à l'autre, on voit en surbrillance dans le graphique les différentes barres concernées. OK. Pour définir les fondations, il va falloir les définir sur les appuis. Donc les appuis qui sont au niveau des nœuds, on retrouve dans le dossier type pour les nœuds ces appuis nodaux. Voilà, lorsqu'on clique, on voit en surbrillance les différents appuis. Si on double-clique dessus dans la boîte de dialogue des appuis nodaux, on va pouvoir activer l'option des fondations. Donc c'est-à-dire qu'ici, lorsqu'on active cette option, on a un onglet correspondant sur lequel on peut aller et on va pouvoir définir une nouvelle fondation pour cet appui. Donc ça veut dire que tous les nœuds qu'on voit ici en haut à droite qui sont attribués à cet appui nodal auront forcément un seul type de fondation isolée avec les mêmes dimensions de fondation pour tous les appuis. Donc si on doit prendre en compte des types de fondations différentes ou des géométries de fondation différentes selon différents nœuds, on doit créer un appui nodal distinct pour chaque liste de nœuds. Donc on peut ici utiliser la liste en bas à gauche pour créer d'autres appuis nodales, même s'ils ont les mêmes conditions d'encastrement pour avoir plusieurs types de fondations. OK. Une autre façon de définir les fondations, c'est directement dans le dossier fondation en béton que je vous ai présenté. Ici, on retrouve fondation isolée. On peut faire un clic droit, nouvelle fondation isolée, et ensuite, on peut l'attribuer aux appuis nodaux. Donc voilà la boîte de dialogue qu'on va principalement regarder aujourd'hui. La boîte de dialogue fondation isolée qui est constituée de plusieurs onglets. Le premier onglet général, on retrouvera les types de fondations. Donc avec la liste de roulantes, on peut voir les différents types. On a les semelles de fondation avec ou sans armature. Si on sélectionne un autre type, on voit ici la mise à jour du graphique à droite pour par exemple ici les blocs de fondation à parois lisses ou à parois rugueuses. Avec la molette de la souris, je peux passer d'un type de fondation à l'autre. On a les fondations par encuvement, pareil à parois lisses ou à parois rugueuses. Et également les fondations à plusieurs niveaux, armées ou non armées. Cependant, pour ces fondations, on voit ici que la vérification du ferraillage est en cours de développement. Ici, on va commencer avec une semelle de fondation sans armature pour voir petit à petit les paramètres que l'on doit définir.
Donc, si on sélectionne ce type de fondation, on doit bien sûr définir un matériau. Ici, par défaut, on va garder le matériau béton qu'on a. On pourrait créer un nouveau ou sélectionner dans la bibliothèque pour une nouvelle nuance de béton. Dans l'onglet géométrie, on va définir les dimensions et l'épaisseur de la semelle. Ici, par défaut, 2 mètres par 2 mètres par 1 mètre d'épaisseur. On a également la possibilité de définir un excentrement. Voilà, ici, selon la géométrie de la fondation. Et on a les dimensions du poteau qui vont être directement définies selon la section du poteau qu'on a dans le modèle. Ici, on n'a aucune valeur, donc on va devoir sélectionner déjà un appui nodal pour récupérer les dimensions automatiquement des poteaux. Donc, je peux cliquer ici, j'arrive dans l'interface graphique, je peux sélectionner un des appuis. Voilà, ça sélectionne tous les appuis nodaux puisque c'est le même numéro d'appui. Je valide. Et ici, on a les dimensions du poteau, 60 cm par 60. On a également la possibilité d'activer une plaque d'assise. Ici, l'avantage de cette option, c'est de pouvoir transférer directement les dimensions de la plaque d'assise ensuite vers le module assemblage acier pour dimensionner la plaque d'assise et les ancrages. OK. Donc voilà pour cet onglet. On passe à l'onglet suivant, l'onglet propriété du sol. Donc ça va être ici qu'on va définir les paramètres de base pour la modélisation du sol. Donc tout d'abord, on a les conditions du sol qu'on va pouvoir définir drainé ou non drainé. Ça aura un impact sur la capacité portante, sur la vérification de la capacité portante de nos fondations. Ensuite, on a le type de définition. Par défaut, on est sur une couche simple, donc une seule couche en dessous de notre fondation. Et on a la possibilité de définir des définitions multicouches. Par exemple, l'option profil de sol, voilà, nous permet de sélectionner un profil de sol et donc les informations sur le matériau et les différentes épaisseurs de couches de sol sont définies dans le profil de sol et automatiquement récupérées. On a également l'option massif de sol. Ici, on n'a aucune donnée supplémentaire parce que c'est uniquement possible avec le module analyse géotechnique. On verra un exemple tout à la fin donc, de ce webinaire sur l'utilisation de cette option. On verra que pour chaque fondation, RFEM va déterminer automatiquement les couches de sol en place en fonction de la position de la fondation dans le modèle. Donc, on aura besoin de définir qu'un seul massif de sol pour toutes les fondations et on aura donc automatiquement tous les profils de sol distincts qui seront générés automatiquement. Voilà, donc on garde ça pour la fin du webinaire. Ici, on va rester sur couche simple et on va définir les différentes couches dans la zone en bas. On va d'abord définir la région A. Voilà, donc entre parenthèses, la région A, c'est la couche de sol en dessous de la semelle de fondation. On va sélectionner ici notre matériau numéro 6, l'argile. Ensuite, on peut sélectionner la région B, donc c'est la couche de sol sur le côté de la semelle de fondation. Là, on va sélectionner par exemple le sable. Et une fois qu'on a la région B définie, on peut sélectionner une région C. C'est la couche de sol au-dessus de la semelle de fondation. Donc là, si je sélectionne grave, là, on n'a aucune mise à jour de notre graphique à droite parce qu'on doit définir pour la région C l'épaisseur C ici correspondante au recouvrement de sol. Donc là, si je mets 1 mètre, on a bien la mise à jour de notre graphique à droite. Également, donc dans ces paramètres de sol, on peut activer l'eau souterraine, voilà, qui apparaît ici, qu'on peut modifier également ici à 0,5 m par exemple. Ici, donc NNP, ça veut dire niveau de la nappe phréatique, et dans le graphique, NSF, ça veut dire niveau du sol fini. On retrouve d'autres paramètres dans ces paramètres de sol, l'angle de friction au sol, donc le frottement entre le dessous de la semelle et le sol, et en dessous, entre les côtés de la semelle et le sol. Voilà pour ces définitions simples pour l'instant des propriétés du sol. On passe à l'onglet suivant, configuration pour l'analyse géotechnique. On retrouve ici les facteurs partiels selon l'Eurocode 7. Voilà, vous avez toute la liste déroulante ici avec les différents facteurs. Pour modifier ces facteurs, il faut donc modifier la configuration pour l'analyse géotechnique. Voilà, on arrive dans cette boîte de dialogue et dans l'onglet, le deuxième onglet paramètres de la norme, on peut modifier les différents facteurs qu'on a vus. OK.
Si on revient dans l'onglet Général, dans cette configuration, on a possibilité d'activer ou de désactiver certaines vérifications. Déjà, dans le premier paragraphe, on peut demander à désactiver des composantes de charge pour l'analyse des fondations. Également, on peut activer donc par défaut la vérification de la rupture de terrain est activée en calculant la capacité portante selon l'annexe D de l'Eurocode 7. Vous avez également possibilité de vous-même définir la valeur caractéristique de la contrainte de sol. On a la vérification du glissement, de l'état limite d'équilibre et de soulèvement. Donc ça, c'est des principes théoriques qui sont disponibles dans le manuel en ligne. Vous avez tous les détails sur les différentes vérifications que cela inclut. Bien sûr, s'il y a différentes configurations à définir pour différentes semelles, vous pouvez créer plusieurs listes de configurations ici. Donc, en créer des nouvelles configurations, vous pouvez les attribuer à certains types de fondations avec différents paramètres. Ok, on va ici laisser par défaut la configuration et on va aller dans le dernier onglet configuration pour le béton où on peut pareil définir les différents facteurs partiels de l'Eurocode 2. Donc, si on clique sur modifier la configuration, dans paramètres de la norme, on a également la possibilité de modifier ces facteurs partiels. Dans l'onglet général, je vais agrandir la fenêtre, on retrouve les différents paramètres. Donc, la position de la section de calcul, où est-ce qu'on la considère par rapport au centre du poteau, au bord ou défini par l'utilisateur, la limite de profondeur de l'actionneuse, la vérification du poinçonnement et la vérification des armatures minimales et maximales selon l'Eurocode 2. Pareil, vous pouvez définir différents paramètres selon que vous vouliez activer des paramètres pour certaines fondations ou non. Ok, on peut valider notre fondation. À partir du moment où on valide donc notre fondation, elle va apparaître, voilà ici, dans le graphique. Donc on a les blocs de fondation, ici les semelles de fondation sans armature qui sont visibles. On va passer maintenant aux différentes charges qu'on peut avoir en plus pour les fondations. Donc, si on va dans l'onglet charge ici de notre navigateur, tout à l'heure, je vous ai montré pour le poids propre les charges de fondation supplémentaires. On peut faire un clic droit dessus et demander à créer une nouvelle charge de fondation supplémentaire. On a la boîte de dialogue de nouvelles charges de fondation qui apparaît avec le cas de charge de référence et les différents types de charges. Donc, on peut définir une charge surfacique. Dans ce cas-là, ça va définir une charge uniforme sur l'ensemble de la fondation en soustrayant l'air de la section du poteau. Donc, ça va bien appliquer seulement sur l'air libre de la semelle supérieure, de la surface supérieure de la semelle. On a également les charges linéiques. Donc là, c'est une charge uniformément distribuée avec la position du début et de fin qui est référencée selon le système de coordonnées du nœud de l'appui. Voilà, donc par rapport à X et Y. Et pareil, on peut définir une charge concentrée, donc une charge ponctuelle qui va dont la position va être référencée au système de coordonnées du nœud de l'appui. Et on peut définir pareil les composantes de charge dans les directions X, Y et Z du même système de coordonnées du nœud de l'appui. On a deux autres types de charges, c'est recouvrement de sol et eau souterraine. Ce sont deux types de charges qui sont générées automatiquement par RFEM en fonction des paramètres que l'on a dans l'onglet propriétés de sol de la boîte de dialogue fondation isolée. Donc, dans la boîte de dialogue précédente qu'on a vue, on a défini les propriétés de sol avec une hauteur de recouvrement et une position de l'eau souterraine. Donc, c'est directement avec ces paramètres que les charges vont être automatiquement générées. On n'a pas besoin de définir de paramètres ici. D'ailleurs, ici, on voit une flèche puisque automatiquement, on a des données en violet. Donc, ça veut dire qu'on a des données qui sont automatiquement générées par RFEM et on a bien un recouvrement de sol qui est activé par le poids propre. Donc, si je clique dessus, on voit ici une valeur de 16 kN par mètre carré qui est automatiquement appliquée sur chaque fondation. Donc, voilà, soit on pourrait le définir automatiquement
enfin manuellement en cliquant sur nouvelle charge de fondation, mais on voit que ça l'a fait automatiquement. Pourquoi ça l'a fait automatiquement? C'est parce que dans les cas de charge, cela a été activé via une option que je vais vous montrer. Donc je peux faire un clic droit sur le cas de charge de référence, modifier, on accède à la boîte de dialogue de modification du cas de charge. On voit ici dans cette boîte de dialogue, dans la zone poids propre, on a le poids propre qui est possible d'activer pour les fondations en béton. Donc en activant cette option, on a un nouvel onglet fondation en béton dans lequel on peut l'activer déjà le poids propre des fondations et également le recouvrement de sol et les eaux souterraines. Donc là, le recouvrement de sol est bien actif, c'est pour ça qu'on a automatiquement des charges de recouvrement de sol. L'eau souterraine, on va l'activer dans un autre cas de charge. Donc pour cela, on a déjà un cas de charge qui est prévu eau souterraine et qui est défini avec la catégorie d'action permanente d'exploitation. Pourquoi? C'est pour permettre de considérer l'eau souterraine indépendamment du poids propre du modèle, car l'eau souterraine peut être présent ou non et donc avoir un effet positif ou négatif sur les vérifications géotechniques. Donc, on le définit dans un autre cas de charge. On active ici l'option poids propre pour les fondations en béton. Ça nous permet d'accéder à l'onglet fondations en béton. Et donc, pour ce cas de charge, on peut activer l'eau souterraine. À partir du moment où on valide, automatiquement, on a une charge correspondante qui est définie dans le modèle. Donc ça, pour vous remontrer, si je double-clique sur la fondation isolée, dans l'onglet propriétés de sol, c'est grâce à ces deux paramètres que l'on a automatiquement les valeurs de charge déterminées. Pour vous montrer, si je modifie l'épaisseur de recouvrement de sol à 0,5, on va avoir une mise à jour automatique. Dans le cas de charge numéro 1, la valeur de 16 kN par mètre carré est passée à 8 kN par mètre carré. Voilà pour les charges de fondation supplémentaires. On va passer maintenant aux situations de projet et aux combinaisons de charges correspondantes. Donc on va revenir dans la boîte de dialogue des cas de charge et des combinaisons. On peut passer toujours via le navigateur, faire un clic droit sur cas de charge et combinaisons et cliquer sur l'option correspondante. On retrouve dans l'onglet base un rappel de la norme qui est utilisée dans les données de base, l'activation des assistants de combinaison par défaut, qui est activé lorsqu'on démarre un nouveau modèle, qui permet de classifier automatiquement les cas de charge conformément aux normes et ensuite de les superposer en combinaison de charges selon les situations de projet créées. Donc là, par exemple, on a un cas de charge de poids propre, donc qui est un cas de charge permanent. L'eau souterraine, c'est un cas de charge permanent d'exploitation. Et donc, on aura les différents coefficients et superpositions qui vont être générés dans des combinaisons de charges automatiquement. Également, on a une autre option, assigner automatiquement la combinaison de charges correspondante qui est activée. Ça permet, dans le cas de plusieurs situations de projet, par exemple ELU et LS, d'avoir automatiquement des combinaisons apparentées, c'est-à-dire qu'on a des combinaisons de charges qui proviennent des mêmes cas de charge, mais qui sont superposées avec d'autres coefficients, et ça permet de les réapparenter. Je vais vous expliquer ça en détail dans les onglets suivants. Donc, dans l'onglet situation de projet, on a par exemple une ELU structure géo permanent et transitoire, donc STR et géo pour structure et géotechnique. On a une situation de projet pour l'état limite d'équilibre et une situation de projet pour l'état limite de service caractéristique. On a l'assistant de combinaison qui est activé pour ces trois situations de projet, donc les combinaisons de charges sont générées automatiquement. Par exemple, la première combinaison pour l'ELU permanent et transitoire, on a 1,35 fois le poids propre et on a un onglet combinaison correspondante où on retrouve pour les deux autres situations de projet quelle est la combinaison correspondante. Et donc là, on voit que la combinaison caractéristique numéro 285 avec un facteur de 1 fois G, c'est la même situation, c'est les mêmes cas de charge que pour la combinaison 1, mais avec d'autres coefficients. Ça va être
très important pour la vérification au glissement. Si on n'avait pas cette attribution automatique, on ne pourrait pas avoir de vérification au glissement si on n'a pas la combinaison ELS associée. On aurait donc un message incalculable dans la vérification des fondations en béton dans le cas inverse. Voilà pour les combinaisons de charges correspondantes. On peut voir à chaque fois, dès qu'on passe sur une autre combinaison, on a cette fois-ci le cas de charge 2 et on a bien les combinaisons correspondantes automatiquement. Ok, donc ça, c'est fait automatiquement par défaut. On va pouvoir passer à la partie de définition des armatures. Puisque là, on a des fondations qui sont définies sans armature, si on lance le calcul, on aura uniquement les vérifications de rupture de terrain, de glissement et d'état limite d'équilibre. Pour avoir la partie ferraillage, il faut activer les armatures dans la fondation. Donc, on peut double-cliquer sur la fondation isolée et on va modifier la semelle de fondation avec le premier type, semelle de fondation, et on a un onglet armature qui est désormais disponible. On définit donc le matériau. Par défaut, c'est le premier matériau de type acier de béton armé que j'avais dans ma liste. Si je ne l'avais pas au préalable, je pourrais définir un nouveau matériau. Au niveau des types de disposition, on a 3 types disponibles. Soit treillis, on va définir uniquement un treillis dans la semelle, ou barre d'armature, ou alors la combinaison des deux, treillis et barre d'armature par défaut. On voit qu'on a l'option automatiquement qui est grisée. C'est une option qui est en cours de développement qui permettra plus tard de laisser le logiciel déterminer automatiquement les diamètres d'armature qui sont nécessaires. L'onglet suivant disponible désormais, c'est l'onglet enrobage du béton, où on peut venir définir soi-même si l'on souhaite les enrobages de béton sur la semelle. Par défaut, l'enrobage va être calculé selon la durabilité du béton. On voit qu'on a différents enrobages selon les côtés de la section. Voilà, on peut définir différentes durabilités par rapport à la face inférieure de la semelle, supérieure et sur les côtés. Et l'enrobage minimal est calculé automatiquement selon la norme. Et on va passer au dernier onglet, au dernier nouvel onglet qui apparaît, c'est l'onglet armature de semelle. On va pouvoir définir distinctement les armatures en haut et en bas, donc sur les faces supérieures et inférieures. Pour l'instant, on va regarder que les armatures supérieures, où on n'a aucune armature de définie par défaut, et on peut modifier l'option pour définir des treillis et des barres d'armature. À partir du moment où on définit ici des armatures, on peut activer ou désactiver soit les treillis, soit les barres, soit les deux, pour définir les différents diamètres, les différentes aires d'armature. Donc ici, on va pouvoir faire un aperçu directement en 3D des modifications. Et donc pour le treillis, je peux venir sélectionner les 3 petits points pour sélectionner une bibliothèque de treillis. Dans la région, je peux sélectionner France, ce qui me permet de retrouver les treillis de la gamme française, par exemple. Donc là, je vais prendre un ST25C. OK. Et on a automatiquement les aires d'armature qui sont mis à jour. Pour les barres, on peut définir dans la direction X et dans la direction Y. Par exemple, si je modifie l'espacement ici, on a une mise à jour dans le graphique. Pareil dans la direction Y. Si je passe les deux directions à 30 cm, on voit ici l'interface qui se met à jour. On a également la possibilité d'activer les ancrages pour la vérification. Voilà pour la partie supérieure. On peut faire la même chose pour la partie inférieure qui va être légèrement différente. Alors, sur la partie treillis, rien ne change. On va pouvoir sélectionner directement ici la gamme française. Donc pareil, un ST25C. OK. Et par contre, ce qui va légèrement changer, c'est la définition des barres d'armature. Donc pour chaque direction, X et Y, on a désormais la possibilité de répartir les armatures en une zone ou en 3 zones. Donc grâce à ces aires de distribution. Lorsqu'on a donc une zone,
Cela revient à ce que j'ai défini pour les armatures supérieures. On aura un espacement pour toutes les armatures sur l'intégralité de la face inférieure. Cependant, lorsqu'on a 3 zones, on va définir, par exemple, l'aire numéro 2 qui est l'aire centrale. C'est donc une zone qui va correspondre à 50% de la largeur totale de la fondation et sur lequel on définit un certain espacement. Pour les aires 1 et les aires 3, voilà, qui est grisée parce qu'elle est forcément automatiquement identique à l'aire 1, on va avoir la définition des zones sur le bord. Donc 25% d'un côté et sur 25% de la largeur de l'autre côté. Et on va pouvoir définir les diamètres et les espacements pour chaque aire de distribution. Donc si on commence dans la direction X, je peux définir l'aire sur les bords, ici à 0,3 par exemple. OK. Et 0,15 pour la zone centrale. Pareil, dans la direction Y, je peux définir 0,3 d'espacement sur les bords et 0,15 dans la zone centrale. Et pour rappel, il n'y a pas besoin de définir la troisième aire puisqu'elle correspond automatiquement à la première aire. Je peux activer les ancrages et on voit ici les différentes aires. On a bien un espacement sur les 50% de la zone, 50% de la largeur dans la zone centrale de 0,15 et sur les bords de 0,30. On voit bien ici avec les ancrages. Au niveau de l'affichage des armatures, on verra dans la dernière partie comment ajouter les plans d'armature dans le rapport d'impression. C'est grâce à cette icône, afficher la disposition des armatures. Ça permet d'ouvrir une nouvelle fenêtre avec la disposition et les références d'armature. Voilà, on retrouve ici une vue en plan, donc avec les armatures supérieures et inférieures. On peut par exemple désactiver les armatures supérieures. On a ici une mise en plan de nos armatures. Et donc on verra dans la dernière partie comment on peut ajouter ces graphiques dans le rapport d'impression. OK. On va cliquer sur appliquer, puisque là on va valider les armatures qu'on a ajoutées dans notre semelle de fondation. Et juste avant de quitter cette boîte de dialogue, je vous montre juste l'option avec les blocs de fondation ou les fondations par encuvement, par exemple. Si l'on sélectionne ce type de fondation, on a un nouvel onglet en plus des armatures de semelle, c'est armature d'encuvement. Et donc là, on peut faire une définition séparée des cadres horizontaux et verticaux de nos armatures d'encouvrement. Si j'affiche la disposition des armatures, voilà, je peux désactiver les armatures supérieures et inférieures. On a 3 options pour afficher ici les descriptions des armatures d'encuvement en direction Z. Et là, on voit ici les cadres d'armature dans la direction Y, dans la direction X et sur tout le pourtour ici de notre bloc d'encuvement. Pareil, on peut afficher la direction en direction X. Voilà, on voit les différentes armatures d'encuvement. Et pareil, dans la direction Y. Donc ça, c'est juste pour vous montrer le rendu avec les armatures de type fondation encuvement. Très bien. On va pouvoir faire annuler. On a validé ici nos armatures pour nos fondations. Si elles n'apparaissent pas dans le graphique, on peut les ajouter. Donc on va passer par le navigateur affiché. Dans la catégorie modèle, on retrouve la dernière sous-catégorie fondation en béton et on peut activer les armatures. On voit bien ici les armatures qui sont présentes dans l'interface graphique. Pareil, on peut désormais désactiver type pour les nœuds pour masquer les appuis nodaux pour n'avoir que les semelles de fondation. Très bien, on va passer à la partie résultats pour avoir les vérifications du béton et d'analyse géotechnique. Donc, on va passer via le tableau fondation en béton. Dans données d'entrée, on a par défaut le tableau situation de projet avec le résumé des situations de projet que l'on a définies dans le modèle et 2 autres colonnes, donc une colonne Eurocode 2 et une colonne Eurocode 7. La colonne Eurocode 2,
elle va prendre par défaut uniquement l'ELU de type structure pour la vérification et elle ne va pas vérifier les autres pour la vérification des armatures. Pour la colonne Eurocode 7, l'ELU va être pris pour la partie géotechnique. On a également une vérification ELU pour l'équilibre et ELS caractéristique. Donc ça, c'est fait automatiquement en fonction du type de situation de projet. Dans l'onglet Objets calculés, on retrouve les différentes fondations que l'on a définies, que ce soit des semelles de fondation, des fondations par encuvement, etc. Et on va pouvoir également avoir un pré-aperçu des géométries de fondation, ici en récapitulatif sur toutes les semelles, toutes les fondations qu'on pourrait avoir. On va pouvoir lancer le calcul, soit dans le menu calculer, on peut demander à calculer le chargement actuel, ici en l'occurrence le poids propre. Tout calculer, ça va calculer les cas de charge, les combinaisons, etc. Dans le menu à calculer, on a ici un tableau pour calculer les différentes combinaisons cas de charge et ici le module fondation qui n'est pas encore calculé. Et pareil, dans le menu calculer, on retrouve un raccourci vers les différents modules de vérification et en cliquant sur l'icône correspondante, ça calcule automatiquement les fondations. Ici, j'ai déjà les résultats pour mes différentes combinaisons ELU, structure, ELU, équilibre et ELS caractéristiques. Donc, le module fondation n'a plus qu'à récupérer les différents résultats et faire les vérifications. Et donc là, ici, le calcul est terminé. OK. Et on est automatiquement redirigé vers le tableau de résultats ratio de vérification sur les nœuds. Pour information, vous pourriez être redirigé automatiquement vers le tableau aperçu. C'est un tableau qui est ici inexistant car on n'a pas d'erreur, mais si jamais vous aviez des erreurs, il vous indiquerait tous les calculs dont le critère de vérification n'est pas satisfait. Donc ça, c'est le tableau aperçu qui n'est pas présent ici puisque les vérifications sont toutes en vert. Alors, ici, on a par défaut le tableau ratio de vérification par situation de projet. Si j'agrandis un peu le tableau, on retrouve la première situation de projet ELU structure avec toutes les vérifications correspondantes. Ensuite, la situation de projet 2 à l'état limite d'équilibre et la situation de projet 3 à l'ELS. Pour tous les résultats de vérification de fondation, on a un numéro de nœud, voilà, qui indique pour chaque critère de calcul quel est le nœud avec le plus grand ratio de vérification. On a également une colonne chargement, pareil, pour chaque critère de calcul, la combinaison avec le plus grand ratio est indiquée. Et on a ensuite les colonnes ratio qui nous indiquent le degré d'utilisation selon la norme. On voit que c'est exprimé avec une certaine longueur de barre colorée. Voilà, plus on est proche de 1, plus la longueur de cette barre colorée est grande. On a ensuite le type de vérification. Donc là, c'est un identifiant avec un préfixe et un numéro. Le préfixe UL, ça va indiquer les vérifications par rapport à l'état limite ultime. Les vérifications DC et DR, c'est par rapport aux détails sur le béton et aux armatures. Donc, c'est en l'occurrence les dispositions constructives. Et SE, c'est pour les vérifications vis-à-vis de l'état limite de service. Et ensuite, donc après ces préfixes, on a un identifiant. Voilà. Et la dernière colonne, description, ça permet d'avoir pour chaque vérification une explication et la référence par rapport à l'eurocode du paragraphe ou de l'équation. On peut double-cliquer sur une des formules de vérification. Ça va nous ouvrir une boîte de dialogue détail de vérification où on retrouve les formules pertinentes pour la vérification selon la norme avec les références qui sont indiquées dans la colonne ici à droite et la formule de vérification finale avec le degré d'utilisation. On a également différents détails ici de vérification. On peut regarder les forces et moments d'appui au niveau de notre appui nodal et les forces et moments d'appui avec charge de fondation supplémentaire par exemple. Donc là, on a tout type de détails de vérification. Voilà pour le tableau résultat ratio de vérification par défaut. On a un autre tableau disponible, c'est armature sur les fondations.
Ici, on retrouvera les armatures requises pour les fondations, donc qui va résulter des efforts internes de la situation de projet ELU. On a également les armatures prévues, donc c'est ce qui a été mis en place par l'utilisateur dans la fondation. Et les armatures non couvertes, bon, ici elles sont à 0 puisque ça correspond à la différence entre les armatures requises et prévues. Mais si les armatures prévues sont satisfaites, on a une différence de 0. On voit ici pour chaque type d'armature, résultat d'armature, on peut avoir les résultats par nœud ou par fondation. Et enfin, un dernier tableau disponible, c'est le tableau résultat déterminant qui va lister les efforts internes des fondations ainsi que les combinaisons de charges qui conduisent à chaque ratio de vérification maximale. Donc ici, on voit par nœud ou alors par fondation le ratio de vérification maximale et le torseur équivalent. Donc on peut afficher les résultats par nœud ou par fondation. Voilà pour les tableaux. On va passer maintenant à la partie navigateur qui se situe désormais sur la gauche. On retrouve un navigateur résultat avec ici la partie fondation en béton. Par défaut, il nous affiche les vérifications en enveloppe de toutes les valeurs. Voilà. On peut avoir le max de l'analyse géotechnique ou alors le max de la vérification du béton. Également, on peut avoir tous les détails. Alors, je vais réagrandir un peu le tableau et ici l'échelle colorée. Dans analyse géotechnique, état limite ultime, je peux activer la vérification de la rupture du terrain. Comment je le sais? Je sais ici que c'est la référence UL 730. Je retrouve la référence ici et ça nous met bien ici la vérification de la rupture de terrain. Je peux retrouver ça dans les ratios de vérification également. Au niveau de cette vérification, on peut afficher les différents détails. On a la contrainte maximale qui peut être affichée ici, VD sur A, et la résistance maximale qui va être normalement supérieure à la contrainte maximale. Dans le cas contraire, on aura une vérification invalide. Donc, contrainte maximale, résistance maximale. On peut également afficher l'angle de résistance au cisaillement sous la fondation et la profondeur de la surface de glissement qui est indiquée ici pour toutes les fondations. OK. On retrouve ensuite la partie vérification du glissement. On voit ici les différents facteurs. Donc ça va être nécessaire de vérifier la rupture par glissement dans la semelle de fondation si le vecteur de charge n'est pas perpendiculaire à la fondation. Donc en effet, si on a un angle d'inclinaison, il pourrait y avoir un certain glissement. Et donc, on a cette vérification. Et ensuite, on a la vérification de l'équilibre qui est en fait un ratio entre les efforts déstabilisants et les efforts stabilisants. Donc DST, c'est pour déstabilisant et STB, c'est pour stabilisant. Et donc là, on a le ratio max pour toutes les fondations, mais vous pouvez avoir le détail par direction. Donc M1, ce sera la direction locale X positive de la fondation. Donc là, on voit que ça va concerner les 3 fondations de ce côté, puisque la direction X locale positive de la fondation, c'est la même que la direction globale X dans ce modèle pour bien comprendre. Et ça va être ici sur ces 3 semelles. La M2, ce sera la direction Y locale positif, donc ici selon l'axe Y global également, et c'est cette fondation qui a le ratio maximal. Le M3, c'est la direction X négative. Donc cette fois-ci, c'est les 3 autres fondations sur le côté qui ont le ratio max. Et enfin, M4, ce sera cette semelle puisque c'est la direction Y locale négative. OK. Voilà pour le ratio des efforts déstabilisants sur les efforts stabilisants.
On a ensuite la partie état limite de service où on retrouve la vérification des charges avec grand excentrement. Donc là-dessus, il n'y a aucune mesure particulière à prendre en compte si la vérification est correctement effectuée. Dans les détails, on retrouve EX, l'excentrement en direction X, avec les différentes valeurs ici, et EX max, l'excentrement maximal admissible en direction X. Donc voilà, l'excentrement EX, EY, c'est la distance entre le centre de gravité de la charge et le centre de la fondation, bien sûr. Très bien. On va réduire ici les vérifications par rapport à l'analyse géotechnique et on peut passer à la vérification du béton. On retrouve les vérifications de rupture en flexion des semelles. Voilà, donc là ici, ça correspond aux 4 vérifications UL21 dans le tableau, c'est les ruptures en flexion des semelles. On a un ratio max de 0,25 pour les fondations en partie centrale, donc qui sont le plus sollicitées. Et on a des résultats ici qui sont triés par direction et par position. Donc, on a la vérification dans la direction X pour la partie supérieure, dans la direction Y partie supérieure, dans la direction X en partie inférieure et dans la direction Y en partie inférieure. L'inverse, pardon. Ici, direction X en partie inférieure et ici, direction X en partie supérieure. Vous avez les indications ici dans les descriptions. Si on regarde en faisant un zoom sur l'une des fondations, on va pouvoir regarder le détail et on va voir qu'on a en fait des vérifications par bande. Voilà, donc je vais sélectionner ici la vérification des armatures inférieures dans la direction X. Et si j'affiche la bande numéro 4, on voit ici la zone centrale. Donc, c'est là où on a le maximum d'armatures requises. Ici, par exemple, 1,90. Si je passe aux autres bandes, on a l'armature requise qui diminue. Donc, la bande 3, ça correspond à la bande intermédiaire par rapport à la zone centrale. Au total, on a 8 bandes et à chaque fois de part et d'autre de la direction X positif négatif. Donc là, c'est la bande, les bandes numéro 3. Ici, la bande 2. Et enfin, la dernière bande au bord qui est la bande de rive avec le minimum d'armature requise. Donc au total, on a 8 bandes avec les différentes armatures requises qui dépendent du moment de calcul qu'on retrouve en dessous le descriptif. On a le moment de calcul global et donc chacune des bandes que l'on voit reçoit une partie différente de ce moment de calcul. Également, on a sigma Z qui est la distribution de contraintes de compression à l'interface avec le sol. Voilà, ici, si on dézoome, on voit les valeurs au coin et au centre de la semelle. Alors, si on ne voit pas forcément au coin, on peut passer en isoligne. On voit ici les différentes valeurs. Et on peut afficher sur l'intégralité du modèle les différentes distributions de nos fondations. OK. On va pouvoir également afficher les vérifications au poinçonnement, donc en dessous des vérifications des armatures de semelles inférieures, supérieures. On a UL24 qui est la résistance au poinçonnement, où on affiche ici le cône où il pourrait y avoir une rupture due au cisaillement. Voilà, donc on a ici la vérification pour toutes les fondations. On peut développer pour avoir accès aux différents paramètres individuels. Donc, on a VED RAID, qui est l'effort tranchant maximal. Si on passe en modèle filaire, on voit ici la valeur en vert de cet effort tranchant. On a également sigma Z, donc la distribution de contraintes de compression. Bêta, qui est le facteur de charge. VED RAID, la contrainte de cisaillement maximale, et VRDC qui est la résistance au poinçonnement. Et donc qui est identique ici pour toutes les fondations.
OK, on va pouvoir réduire. Donc là, c'était sur la partie vérification et on peut maintenant regarder les indications sur les armatures. Donc, on retrouve les armatures requises sur les directions X et Y et en position haut et bas de nos semelles. Donc là, ici, par exemple, pour la partie supérieure, en X et en Y, on voit ici les différentes aires d'armature nécessaires. Et en partie inférieure, on voit ici en direction X et Y également. Si on zoome sur une des fondations, voilà, on voit ici, par exemple, les différentes bandes d'armature, donc les 8 bandes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, avec les différentes aires d'armature. On peut se mettre en direction Z pour avoir un aperçu directement au-dessus de la semelle. On peut également afficher les armatures prévues, donc celles-là, c'est celles qui sont mises en place par l'utilisateur. Donc on a pour la face supérieure une seule zone d'armature, que ce soit en X et en Y, mais pour la partie inférieure de la semelle, je vous rappelle qu'on avait défini 3 zones d'armature avec une aire centrale et les aires sur le bord. Donc l'aire centrale qui correspond à 50% de la largeur de la fondation et les aires sur le bord qui correspondent chacune à 25% de la largeur et dans chaque direction. OK, on retrouve 2 autres types de résultats d'armature, donc les armatures non couvertes. Voilà, on retrouve 0 à chaque fois. Et également, on retrouve la superposition des armatures requises et prévues. Donc là, si on se remet en affichage 3D, voilà, on peut regarder par exemple cette fondation, ce sera plus visible. Si on affiche sur les armatures inférieures, on voit le comparatif entre les armatures prévues et requises. Donc on voit bien les 8 bandes d'armature requises pour la semelle inférieure et les 3 zones d'armature mises en place pour cette même semelle, cette même direction. Pareil dans l'autre direction, donc ça permet de facilement vérifier les armatures prévues par rapport aux armatures requises. OK, voilà pour toutes les vérifications qu'on peut voir dans les tableaux et dans le navigateur résultat et donc dans le graphique. On va passer maintenant au rapport d'impression qu'on va pouvoir définir et paramétrer. Donc, on va cliquer ici sur nouveau rapport d'impression dans la boîte d'outils. Ça va nous permettre de sélectionner les différentes thématiques qu'on peut ajouter dans le rapport d'impression. Voilà. Donc, on a ici les différents objets que l'on peut indiquer. Je peux faire un clic droit, tout réduire pour avoir un visuel de tous les chapitres par an. On va cliquer sur sélectionner tous les objets et ensuite sur inverser la sélection des objets pour tout désélectionner. Ça va permettre de sélectionner un par un. Ce qui m'intéresse ici dans le dossier type pour la vérification du béton, je peux faire un clic droit, tout sélectionner par exemple. Pardon. Ça va être type pour les fondations, clic droit, tout sélectionner. Voilà, donc ça sélectionne les fondations isolées et tous les onglets correspondants, donc géométrie armature. Alors, s'il y a des onglets, par exemple, qui sont inutiles dans mon modèle, inexistants, donc par exemple les armatures d'encuvement, cela n'apparaîtra pas dans le rapport. Donc, même si elles sont sélectionnées ici, s'il n'y a pas d'objet correspondant, ce ne sera pas indiqué dans le rapport. Mais au moins, ça me permet de faire, si je fais une modification de type de fondation, que ce sera automatiquement pris en compte dans mon rapport d'impression. On va également activer pour les charges, donc pour le CC1 et le CC2, les charges de fondation supplémentaires. Voilà. Et ensuite, dans la partie vérification des fondations en béton, on va activer les paramètres globaux, les situations de projet. Et dans la partie résultats, on va pouvoir afficher les ratios de vérification par situation de projet et également par nœud. Alors, si je mets par nœud, je vais avoir tous les détails. Je veux seulement avoir les ratios maximales par nœud. Donc, je vais sélectionner ici filtre de ratio de vérification et je vais sélectionner max. Également,
Si je fais ça, je vais avoir un piège puisque ça va m'indiquer les ratios de vérification maximale pour les détails d'armature qui sont tous égaux à 1. Donc, pour pas en prendre en compte cela, je vais pouvoir désactiver les filtres de résultats de l'ensemble des tableaux actuels. Ça me permet d'accéder à l'onglet suivant à afficher. Et ici, je peux désactiver détails. Comme ça, je suis sûr que les ratios max vont correspondre soit à l'ELU, l'ELS ou les autres différentes vérifications. OK. Également, on va activer les réactions déterminantes par fondation et les armatures prévues par fondation, les armatures requises par nœud et les armatures requises par fondation. Également, je peux activer vue d'ensemble du calcul. Je clique sur enregistrer et afficher et le rapport d'impression va être automatiquement généré en fonction de ce que j'ai sélectionné dans les objets. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir mettre à jour ce rapport en fonction des données que l'on souhaite ajouter ou supprimer. On verra notamment juste après la possibilité d'ajouter des impressions graphiques. Voilà le rapport d'impression qui apparaît avec une page de couverture. Je peux demander à avoir un affichage selon la largeur de la page. On voit ici notre page de couverture avec une vue 3D par défaut. La page de couverture, voilà, on peut ici la modifier. Sur chaque élément dans le navigateur, on peut faire un clic droit. Ça permet de supprimer ou alors de modifier, d'ajouter des éléments. Je peux cliquer directement sur un élément du navigateur pour y accéder directement ici dans l'affichage. Donc là, ici, par exemple, le contenu, c'est le sommaire du rapport d'impression. Je peux cliquer sur type pour la fondation du béton et je retrouve ici les différentes informations sur le type de fondation, les armatures, l'enrobage, l'attribution des matériaux, l'assignation des nœuds, etc. Les différentes propriétés de sol, par exemple. On retrouve ensuite la partie 2, vérification des fondations en béton. Ici, elle vient directement à la suite des paramètres de base. Donc, si je souhaite la faire démarrer avec une nouvelle page, il faut que je clique dans le sommaire, démarrer avec une nouvelle page. Alors, voilà, donc, si je descends, ça laisse bien un blanc. Je peux également directement cliquer ici. On retrouve les paramètres globaux avec l'activation de la vérification du béton, de l'analyse géotechnique et des détails d'armature. Et pour l'analyse géotechnique, vous voyez ici l'approche de calcul qui est indiquée selon l'approche 2. Ça, j'en ai pas parlé, je peux revenir dessus. Si je réduis le rapport d'impression, je retrouve RFEM. Dans le navigateur données, je peux faire un clic droit sur le dossier fondation en béton. Voilà, ça me permet d'accéder aux paramètres globaux. Et ici, on voit les différentes approches de calcul disponibles pour l'Eurocode 7. L'approche 1 qui n'est pas disponible pour l'annexe nationale française puisqu'elle n'est pas applicable. On a donc l'approche 2 par défaut qui est recommandée justement par l'annexe nationale française et qui est adaptée pour la vérification de rupture de terrain. Et enfin, l'approche 3 qui est une autre méthode qui va être plutôt adaptée pour la vérification de stabilité générale. Donc voilà, vous pouvez modifier ici les différentes approches. On va revenir dans le rapport d'impression. OK. Et on retrouve ensuite les résultats. Donc là, je peux faire un clic droit et demander à démarrer avec une nouvelle page. Voilà, pour faire un saut de page. On retrouve les ratios de vérification sur les nœuds par situation de projet. Donc là, chaque type de résultat de vérification de fondation avec la valeur max associée est indiqué. Donc, ça permet de voir vraiment les valeurs maximales qu'on retrouve dans l'ensemble du modèle. Ensuite, on retrouve les ratios de vérification sur les nœuds. Et comme on a filtré, on a uniquement le ratio maximal par nœud. Donc là, sur le nœud 1, c'est l'état limite d'équilibre, etc. avec le ratio max ici. Donc à chaque fois, c'est l'état limite d'équilibre et on voit les différents ratios. On a ensuite les réactions déterminantes par fondation avec le torseur qui est indiqué ici. OK. On retrouve ensuite les armatures prévues par fondation, les armatures requises par nœud, voilà, et également par fondation. Et enfin, la vue d'ensemble du calcul. Donc voilà, ça donne un rapport
complet mais assez concis qu'on va pouvoir ensuite enrichir avec des impressions graphiques. Donc, je peux retourner dans RFM. Je peux par exemple double-cliquer sur ma fondation isolée et ajouter des plans d'armature. Donc là, je retourne dans armature de semelle, afficher la disposition des armatures et on retrouve ici la possibilité d'afficher les armatures supérieures et inférieures. Donc pour l'instant, j'affiche uniquement les armatures supérieures, inférieures, pardon, et je clique sur imprimer les graphiques dans le rapport d'impression. Avant même de valider le graphique dans le rapport, on a un aperçu pour pouvoir paramétrer le rendu graphique de notre capture. Voilà, donc on peut par exemple ajouter un nom défini par l'utilisateur. Ici, on peut ajouter armature inférieure, par exemple. OK, et ça va mettre à jour le graphique. OK. On peut valider et inverser. Donc cette fois-ci, je vais désactiver les armatures inférieures. Donc avec l'icône correspondante ici. Activer les armatures supérieures et je peux recliquer sur impression graphique. Et cette fois-ci, je vais juste modifier le nom défini par l'utilisateur. Donc, je vais passer ici armature supérieure. OK. Je peux valider et ça va être automatiquement envoyé vers le rapport d'impression. Je peux quitter et revenir sur l'affichage 3D de mon modèle. Je souhaite maintenant afficher les ratios de vérification sur l'ensemble de modèles. Je vais donc, ou alors ajouter une formule, pardon. Je vais aller ici dans la vérification maximale, hein, qui est celle sur l'état limite d'équilibre. Je peux double-cliquer dessus et je vais pouvoir ajouter ici les formules de vérification dans le rapport. Donc, je peux cliquer pareil ici, imprimer les graphiques dans le rapport d'impression. Ça va être automatiquement pris en compte. OK. Dans le rapport d'impression, si je jette un œil déjà sur ce que j'ai effectué, je retrouve ici donc la formule que j'ai ajoutée qui s'est mise automatiquement après les résultats. Donc je retrouve toutes les formules et à la fin les différents détails de vérification avec les références par rapport à la norme. Les armatures inférieures et supérieures se sont placées automatiquement dans les données de base de la fondation. Je peux sélectionner avec la touche contrôle les deux impressions et venir les déplacer ici. Voilà, je retrouve dans la partie résultats mes graphiques d'armature inférieure et supérieure. Au niveau des autres impressions, on va pouvoir réduire le rapport pour faire des impressions des ratios de vérification. Donc, dans le navigateur résultats, on va venir activer les armatures requises. Donc, je vais pouvoir masquer tout ça. Voilà. Les armatures requises, par exemple, en partie basse. OK. On va se remettre en vue plus Z et on va pouvoir cliquer dans la barre d'outils sur imprimer les graphiques dans le rapport d'impression. On va avoir un aperçu de ce que l'on souhaite ajouter dans le rapport. Ici, on peut désactiver le nom défini par l'utilisateur hein, pour garder automatiquement le nom selon ce qu'on est en train d'afficher. Et on va pouvoir définir une zone graphiquement. Cette option, elle va permettre de sélectionner, grâce à cette icône, l'emplacement. Donc, je peux sélectionner ici. Voilà, donc par défaut, ça va afficher toute la fenêtre en grise. Je peux, grâce à deux points de référence, demander à afficher seulement cette zone d'armature. OK, je valide et on va voir l'aperçu avant même de l'envoyer dans le rapport de ce que l'on souhaite imprimer. Voilà, donc ça met à jour, ça nous correspond bien. On peut cliquer sur OK. On va faire une autre impression. Hop, on peut recliquer sur l'icône dans la barre d'outils
Et on va cette fois-ci faire une impression multiple qui va être encore plus puissante. Donc là, en activant ici l'impression multiple, je vais remettre remplissage de la fenêtre. En activant impression multiple, on a accès à différents onglets. Ici, je vais désactiver l'onglet modèle, l'onglet charge, l'onglet résultats. Et dans l'onglet module, voilà, ce qui nous intéresse, c'est les résultats de fondation en béton. On voit que pour l'instant, j'ai 0 image, mais à partir du moment où on vient sélectionner ici différents critères de vérification, on a les images qui se mettent à jour. Donc, les différentes vérifications, ELU, ELS. Et pareil, pour le béton, je peux ajouter la vérification du poinçonnement. Et on a au total 5 images qui vont s'ajouter. Je peux cliquer sur enregistrer et afficher. Et on a directement les graphiques qui s'ajoutent dans le rapport d'impression. Voilà, donc on voit ici le chargement. On va pouvoir modifier l'affichage, passer à un affichage sur 2 pages, par exemple. On retrouve donc ici nos armatures requises en partie inférieure qu'on a affichées directement. Ici, les vérifications, analyse géotechnique, glissement. OK, moment déstabilisant sur le moment stabilisant. OK. La vérification poinçonnement et ensuite les impressions sur nos armatures de fondation. OK. Voilà pour la partie rapport d'impression. Et enfin, une dernière partie qui concerne une nouvelle fonctionnalité disponible dans ce module fondation. C'est grâce au module analyse géotechnique qu'on peut activer en même temps. Donc, on peut retourner dans les données de base du modèle. On va venir activer le module analyse géotechnique. OK. Et ça va nous permettre de définir des couches de sol. On valide et on va voir que dans le navigateur donné le dossier analyse géotechnique, on a des nouveaux objets qui sont disponibles. Voilà, on peut aller dans le navigateur donné et dans analyse géotechnique, on retrouve profil de sol et massif de sol. Donc le massif de sol, ça va être un solide avec des matériaux de type sol et qui va pouvoir être généré efficacement grâce au profil de sol. Donc on va tout d'abord définir des profils de sol et comme ça veut dire qu'à partir du moment où on définit des profils de sol, si on doit modifier l'emplacement de ces profils ou mettre à jour, ça va mettre à jour automatiquement le massif de sol. Donc, pour vous montrer, on va pouvoir passer par les tableaux. Donc, dans le tableau structure, on retrouve le dossier analyse géotechnique et on va pouvoir définir les profils de sol ici. Donc, l'objectif, c'est de définir l'emplacement des profils au plus proche des sondages qu'on pourrait avoir dans les rapports géotechniques. Donc, on va double-cliquer sur la première ligne pour définir les couches de sol. Donc, ici, on va sélectionner la couche sable avec, par exemple, une épaisseur de 3 mètres. Et ici, une couche d'argile avec, par exemple, une épaisseur de 5 mètres. On valide. Donc là, on voit ici le profil de sol. Et on va pouvoir, donc là, on voit le visuel de notre profil de sol dans le modèle, qui est par défaut ici. Si l'emplacement, je le connais précisément, je peux modifier ici les différentes coordonnées. Également, je peux manipuler directement les profils de sol dans le graphique. Donc là, je peux faire un clic droit dessus, manipulation, déplacer, copier. Et je vais pouvoir lui indiquer le vecteur de déplacement. Là, je sais que j'ai un profil qui est 30 mètres plus loin. Voilà, je valide et je retrouve mes 2 profils. Pareil, je vais sélectionner le 2. Je vais appuyer sur la touche Entrée. Ça va me permettre de faire appel à la dernière fonction, donc qui est de copier. Et je vais faire une copie, cette fois-ci, de moins 35 mètres en Y. Voilà, donc là, j'ai 4 profils de sol. J'ai par exemple au total 5 profils de sol. Je peux également le faire dans le tableau. Je peux copier la ligne et ici mettre à jour directement les coordonnées que je connais. Alors là, on va mettre moins 20 en Y. OK, voici mes 5 profils de sol. Pour l'instant, ils ont tous les mêmes épaisseurs de couche. Donc, on va pouvoir modifier cela. On va double-cliquer sur la deuxième, par exemple, et modifier l'épaisseur ici à 4 mètres pour le sable, 4 mètres pour l'argile. Sur la numéro 3, donc, qui est au fond, on va passer à 1 mètre et 7 mètres. Et la numéro 4 qui est également au fond, on va passer à 1 mètre 50 et 6
6 mètres 50. Et hop, 6 mètres 50. Et enfin, la dernière qui est au centre, on va passer à 2 mètres et 6 mètres. Voilà, et on a à chaque fois la mise à jour des profils de sol. Ok, et on voit bien visuellement les différents profils. Et donc, en définissant un massif de sol cette fois-ci, donc je viens ici dans le navigateur, je peux faire un clic droit, nouveau massif de sol. Voilà, on va définir un profil de sol 3D directement avec les profils de sol. Donc, je peux les sélectionner ici. Je fais une sélection lasso sur tous mes profils de sol, donc 1 à 5. OK. Je vais définir le centre du massif de sol, donc par exemple au centre de la fondation, là, ici. Et les dimensions de ce massif de sol, donc par exemple 40 par 60. Voilà, la hauteur est, elle, prise directement selon les profils de sol. Et si je valide, on va voir que l'AirFM va générer automatiquement un modèle de massif de sol, donc des solides. Ça va forcément supprimer le maillage, je valide. Et je retrouve ici un solide de sol. Si je passe le curseur sur mon premier solide, je vois bien que c'est le solide de type sable et le deuxième, le solide de type argile. Et on voit ici en 3D la linéarisation des différents profils sur la 3D. Ok. Et donc, l'impact de ce massif dans la fondation, on va le voir. On va sélectionner ici la fondation. Dans propriétés de sol, on va pouvoir modifier le type de définition en multicouche massif de sol. Et là, on voit automatiquement les données, elles sont directement définies selon le massif de sol. Et on peut avoir une visualisation nœud par nœud. Donc, si je sélectionne le nœud 1, je vois les différentes couches. Et avec la liste déroulante et la molette de la souris, je peux passer d'un nœud à l'autre et voir les différentes couches de sol qui sont automatiquement attribuées, qui seront pris en compte différemment pour chaque vérification dans le module fondation. Voilà. Donc, merci d'avoir suivi ce webinaire. Vous avez sur notre site plus d'informations disponibles, donc que ce soit via d'autres vidéos et d'autres webinaires, également le prochain webinaire qui arrivera le mois prochain. Les newsletters que vous pouvez activer en renseignant votre adresse mail pour avoir les informations justement sur les webinaires nouvellement disponibles, nos événements et conférences également, des articles de base de connaissances, donc par exemple sur le module fondation qui sont disponibles sur notre site web, une assistance IA qui est également disponible, qui s'appelle Mia, que vous pouvez solliciter, qui vous permettra de vous rediriger vers des liens en fonction de vos questions. Donc, si vous avez une question sur comment définir des fondations en béton, ça peut vous renvoyer vers le bon manuel, par exemple. Également, la version d'essai de 90 jours qui est disponible directement sur notre site. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter directement par téléphone ou à nous envoyer un mail indiqué à l'adresse indiquée ici. Merci de votre attention. J'espère que ce webinaire vous a plu et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.